Bonjour à tous. Alors vous avez été nombreux à poser des questions sur mon expé au Chili, donc maintenant je vais vous répondre au travers de cette petite FAQ. Alors si vous voyez pas votre question précise apparaître à l'écran, m'en voulez pas, parce que vous avez été nombreux à poser des questions aussi similaires, donc à chaque fois je vais juste en prendre une en exemple. Voilà. D'abord, la question la plus simple, pourquoi la cordillère des Andes? Eh bien parce que la cordillère des Andes, tout simplement, c'est un des secteurs les plus sauvages de la planète, et que bah, vous commencez à me connaître, le sauvage c'est ce que je recherche. En plus c'est un secteur que je connais assez bien, j'y suis allé plusieurs fois, jamais avec un vélo, mais du coup ça m'a toujours vraiment attiré, parce qu'en fait c'est un lieu qui regroupe à la fois les problématiques de la haute montagne, voire de la très haute montagne, et les problématiques des déserts. Parce qu'en fait, là où on va aller, c'est dans la région qui est entre Santiago et San Pedro de Atacama. Enfin bon, c'est une région très large hein, que je viens de vous dire, ça fait entre à peu près 2000 km, là, je crois, ce que je viens de vous donner. Mais du coup, on va aller vraiment au milieu de cette zone qui est la plus sauvage, ou une des plus sauvages de la cordillère. Alors pourquoi ça regroupe ces contraintes-là? D'abord, la haute montagne, parce qu'il y a des sommets qui vont jusqu'à quasiment 7000 mètres. Alors le plus haut sommet de la cordillère, c'est la Concagua. Ça aurait pu être un objectif de ride, mais d'une part, en fait, ça a déjà été fait à vélo, il y a très longtemps, ça a déjà été fait à vélo par vraiment les pionniers du VTT dans les années 90. Et d'autre part, c'est parce que la Concagua, il est fait, refait, archi-fait, et j'avais pas envie de me retrouver au milieu d'autres expés normales, non seulement parce que ça les aurait emmerdés, hein, d'avoir des VTTistes qui se trimballent au milieu, et en plus parce que j'avais envie d'être tout seul, et surtout d'avoir la démarche complète, de prendre un sommet entier et de se dire comment on va le grimper et quelles sont les contraintes. Donc voilà, mon but c'est pas de faire le sommet le plus haut de la cordillère, mais de faire des sommets très hauts et surtout des sommets vraiment très sauvages. Et c'est pour ça qu'on va vraiment chercher la difficulté en allant en plein milieu dans la zone la plus sauvage de la cordillère. On aurait pu aussi choisir des sommets plus proches de Santiago, plus faciles d'accès, avec des routes ou des pistes qui mènent au pied, mais non, voilà. Et après, concernant les contraintes du désert, la région autour de San Pedro de Atacama, c'est une des régions les plus arides du globe. Alors ça veut pas dire que c'est un désert ultra chaud avec du sable, ça veut juste dire que c'est une des zones où il y a le moins d'eau qui tombe par an. Je crois même que c'est la zone la plus aride du monde, peut-être avec le désert de Gobi qui se trouve en Asie. En fait, on rejoint les deux contraintes, c'est-à-dire qu'en fait on a des plateaux désertiques qui montent quasiment à 4000 mètres d'altitude. Donc là, c'est plus des problématiques d'accès, de 4x4, de trouver les bonnes pistes, et surtout des problématiques d'eau, puisqu'en fait, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, il n'y a pas de torrent, il n'y a que dalle, donc il faut être autonome en eau pendant des jours. Et ensuite, une fois qu'on quitte le plateau et qu'on va gravir les sommets qui sont au-dessus, qui montent à plus de 6000, et ben là, on a des problématiques de montagne. Voilà pourquoi la cordillère des Andes. Alors ensuite, combien de temps pars-tu, et est-ce que tu as des sommets précis en tête pour cette expé? On va partir un mois complet. Alors, un mois complet, c'est vraiment le minimum, en fait, parce que pour aller à ces altitudes, il faut forcément s'acclimater. Et s'acclimater, en fait, il n'y a pas de mystère, ça veut dire qu'il faut passer du temps en altitude. Donc on va commencer par gravir... étonnamment, on peut monter en voiture très haut, on peut monter en voiture jusqu'à peu près 4000 mètres. Mais c'est les 2000 restants qui sont vraiment difficiles. On va d'abord faire des petits sommets d'entraînement, puis après, on va se rapprocher des gros sommets qui dépassent 6000 qu'on a pour objectif. Et puis il faut savoir qu'à chaque fois, si on fait un sommet à 4005, c'est déjà dur, mais un sommet à 5000, c'est 2 fois plus dur, et un sommet à 6000, c'est pas encore 2 fois plus dur, c'est peut-être 10 fois plus dur en termes d'endurance et de problématiques liées à la haute montagne. Donc voilà, donc un mois c'est vraiment nécessaire pour y aller progressivement. Après, j'ai pas répondu à la question quel sommet précisément, parce qu'en fait, alors ça va en étonner plus d'un je pense, mais en fait on ne sait pas. Alors je vais être plus précis. On ne sait pas parce que en fait, on vise vraiment d'aller dans des régions extrêmement sauvages. Et dans ces régions-là, il n'y a pas de carte. Les seules cartes qu'on a, c'est des cartes au 1 millionième. Donc 1 millionième, en gros, c'est une carte routière qui a la taille de la France. Donc vous faites rien avec ça. Et donc pour préparer une expé sur ce genre de sommet, et qui plus est des lignes de ride, ce qui veut dire être sûr de la faisabilité à vélo, c'est quasi impossible de le faire tant qu'on n'est pas au pied, quoi. Donc en fait, on a visé un secteur qui est grosso modo autour du parc national de Nevado Tres Cruces, pour ceux qui veulent vraiment le détail, qui est pas loin du Nevado Ojos del Salado, qui est le sommet le plus haut après la Concagua en Amérique du Sud. On va pas aller sur l'Ojos del Salado pour la même raison qu'on va pas aller sur la Concagua, et puis en plus, de toute façon, la partie sommitale est pas faisable. Donc la partie sommitale, il y a un peu d'escalade. Et donc en fait, on va viser des sommets qui sont grosso modo dans ce secteur et sous ce secteur.
J'ai 2-3 idées de sommet en tête, je préfère même pas en parler, parce que si jamais on arrive et que c'est absolument pas faisable, on va changer d'objectif, et j'ai pas envie de m'imposer déjà d'emblée des objectifs. Mais on a déjà repéré 2-3 itinéraires, 2-3 lignes qu'on pourrait faire. Sachant qu'en plus, il y a une difficulté supplémentaire, alors sans compter l'altitude, sans compter les problématiques d'eau, sans compter les problématiques d'épuisement, sans compter les problématiques de froid, il y a une problématique supplémentaire qui est l'accès au pied en véhicule. Parce qu'en fait, le fait d'arriver au pied de ce genre de sommet, c'est déjà une aventure en tant que telle. C'est pas des routes goudronnées avec un parking et on prend le sac à dos et on part. C'est pas ça du tout. Là, c'est des pistes en 4x4, c'est pareil, on n'a pas de carte, il y a des problématiques inhérentes au raid 4x4, entre guillemets, donc il faut déjà pouvoir arriver au pied de ces foutues montagnes. Donc voilà, donc vous l'avez compris, on cherche la difficulté. Question suivante, tu pars avec qui pour cette aventure? Eh bien en fait, je pars avec tout le monde, et c'est ça qui est génial. Plus que la recherche, en fait, de l'aventure sauvage, c'est une aventure humaine avant tout, à chaque fois. Hein. Et là, il y a tous mes coéquipiers habituels qui m'accompagnent. Donc vous avez le plus ancien, Dimitri, avec qui j'ai quasiment commencé le vélo de montagne. Fanny, évidemment, j'aurais dû en parler en première, d'ailleurs, hein, puisque c'est la seule fille de l'XP. Bravo Fanny, franchement, super. bravo. Hein. Super. T'as pas eu un coup de mou, quoi. Non, non. Qui nous a pas beaucoup accompagnés en 2022 et en 2021, mais elle a eu pas mal de contraintes professionnelles qu'on fait qu'elle n'a pas pu faire autant de rides que d'habitude, mais du coup elle va se rattraper. Pierre, hein, qui m'accompagne tout le temps depuis maintenant 2 ans, hein, et avec qui on a fait quelques folies en 2022. Titouan, qui va nous faire profiter de son expérience de la montagne. Hein. Je vais descendre là, sur les troncs, après je traverse. Tu peux traverser tout à gauche, ouais. Parce que lui, c'est un montagnard, entre guillemets, pure souche aussi, comme moi. Il a été élevé dans la culture montagne, et il fait plein d'autres sports de montagne que le vélo. Donc voilà, donc on va être 5. Et c'est vraiment pas mal. Alors c'est vrai que j'ai l'habitude de dire qu'en montagne, le bon nombre c'est 2, mais ça c'est pour un petit sommet, on va dire. Quand on est sur une vraie XP comme ça, c'est bien d'être 5, parce que c'est bien d'être multi-compétences, et c'est bien aussi d'être nombreux pour gérer les choses à plusieurs, quoi. On peut se répartir les tâches entre guillemets, quoi. Faut savoir que chacun a ses points forts. Grosso modo, Dimitri, lui, c'est un peu notre expert en mécanique, c'est vraiment le meilleur en tout ce qui est bricolage. Mais regarde les abacs, là. J'ai pas d'abac sur le truc. Regarde Internet. Putain, minuit 10 quoi. N'en déplaise à certains qui ont été choqués en le voyant couper des tubes de fourche à la disqueuse. Je le fais dehors alors? Ouais. Et tu le fais sur le bike direct? Oh, ouais, on n'a pas de temps à perdre. Allez. Ça va. Mais néanmoins, c'est un super bon bricoleur. Titouan, qui est un bon montagnard, j'en ai parlé. Pierre, qui a une énergie débordante permanente, et qui est aussi très démerdard pour beaucoup de situations. Fanny, qui va nous apporter le côté posé et raisonnable, ce qui est pas mal, parce qu'on va devoir beaucoup réfléchir et se poser pas mal de questions sur cette XP. Alors du coup, question qui m'a fait un peu sourire, puisqu'en fait, on part là à la fin du mois de janvier, on va partir sur un mois, donc en grosso modo, on part tout le mois de février. Et du coup, la question, comment vous allez faire avec la neige, puisque vous partez en hiver? Alors, 2 choses. Déjà, en fait, à ces altitudes, même si on a prévu d'essayer, je dis bien essayer de dépasser les 6000, en fait, il n'y a pas forcément de neige, et même en hiver. Il n'y a pas forcément de neige, tout simplement parce que c'est ce que j'ai dit au début, les précipitations sont très faibles. Donc en fait, qui dit précipitation faible, dit peu de neige. Donc, alors je dis pas qu'il n'y en a pas, mais de toute façon, en fait, la question n'est pas là, puisqu'en fait, on part en été. Puisqu'en fait, dans l'hémisphère sud, les saisons sont inversées. Donc en gros, quand on est en février, nous en Europe, c'est le plein été, en Amérique du Sud. Voilà, donc c'est peut-être une découverte du coup pour certains, mais les fêtes de Noël se déroulent en plein été, dans l'hémisphère sud. Et je me demande du coup s'ils ont des sapins de Noël en fait, puisque ça a beaucoup moins de sens. Alors par contre, pour enchaîner sur cette problématique de la neige, c'est vraiment un sujet, la neige, c'est-à-dire que notre but c'est de l'éviter. Vous savez que moi pourtant je profite même de la neige pour pouvoir rider certains sommets qui sont pas faisables en été à cause de contraintes de terrain. Vous voyez là, la neige s'enfonce à peine. Du coup là, dans 2-3 heures, elle sera molle comme il faut pour le vélo. Mais là, notre but c'est clairement pas d'avoir de la neige. Si on a de la neige en plus de toutes les autres contraintes, je pense que c'est fini, c'est impossible de faire les sommets. Alors je rebondis sur une... Alors c'est pas une question, c'est plutôt un commentaire, mais il y a un abonné qui dit 6000 mètres c'est plus du vélo, mais c'est de l'escalade à ce niveau-là.
Mais non, pas du tout en fait, hein, parce que c'est pas parce qu'un sommet est haut qu'il est plus compliqué techniquement. En Amérique du Sud, là, dans la Cordillère des Andes, la plupart des sommets sont vraiment très faciles. Enfin, ils sont très faciles, je parle du point de vue technique, et d'autant plus faciles qu'en fait, ce sont des volcans. Donc des volcans, c'est des sommets qui sont en règle générale très réguliers, avec des pentes constantes, et qui sont en forme de cône, puisque c'est simplement des éjections volcaniques qui vont former un cône petit à petit, et du coup, c'est pas la même chose que les montagnes habituelles dans les Alpes ou les Pyrénées, où c'est des montagnes qui ont été créées par la collision des plaques tectoniques, et qui a fait que ça a fait élever, comme si vous collisionnez deux feuilles de papier, ça fait élever la surface du sol, et c'est toute l'érosion autour qui a créé les formes des montagnes, en créant les vallées, les canyons et tout ça, et qui fait de facto apparaître les montagnes. Sans érosion, il n'y aurait pas de montagne, tout simplement. Sans érosion, vous auriez juste des plateaux qui montent en altitude de plus en plus. La formation des montagnes en Amérique du Sud ne sont pas du tout les mêmes. Alors, si, je dis une connerie, parce qu'il y a quand même une zone de subduction entre la plaque pacifique et la plaque sud-américaine, hein, il me semble. Mais du coup, en fait, cette zone de subduction a créé cet altiplano dont j'ai parlé avant, c'est-à-dire ces gros plateaux d'altitude, et en fait, les sommets qui sont encore supérieurs sont des sommets purement volcaniques, c'est-à-dire créés vraiment par des déjections. Alors, je suis désolé si j'ai pas été très clair, j'avais peut-être perdu certains, mais grosso modo, pour résumer, il n'y a pas du tout le même type d'érosion que dans les Alpes ou les Pyrénées, tout simplement parce que, comme je l'ai dit au début, il y a très peu de précipitations. Donc, s'il y a très peu de précipitations, il y a peu d'érosion liée à l'eau, hein, alors que c'est l'eau qui façonne nos montagnes en Europe. Hein. Donc ça fait des montagnes beaucoup plus lisses, beaucoup plus clean en fait, hein, et beaucoup plus constantes. Par contre, c'est pas pour ça que c'est facile. Simplement, les difficultés n'ont rien à voir avec les difficultés qu'il y a dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Les difficultés dans les Alpes ou les Pyrénées, c'est des difficultés techniques pures, c'est le problème de la verticalité, d'avoir des passages expo, tout ça. En Amérique du Sud, ça va pas être ça. Nos difficultés, elles vont être l'accès en premier lieu, l'isolement, la taille, parce que c'est gigantesque, l'altitude, évidemment. Et du coup, qui dit altitude, dit le froid. On va y revenir, il y a pas mal de questions là-dessus. Et il y a aussi toutes les problématiques liées au type de pierre, puisqu'en fait, c'est des roches volcaniques qui peuvent être très cool à rider, mais qui peuvent être aussi complètement horribles et très violentes pour le matériel. Donc voilà, donc en fait on échange des difficultés avec d'autres, et le but ça va pas être de faire du ride technique. On va pas faire des trucs hyper expo avec des no-stern, comme on fait souvent dans les Pyrénées, tout simplement parce que en fait déjà c'est pas le type de terrain qu'on va trouver, mais en plus de toute façon il va falloir qu'on garde une marge énorme. Parce qu'on va être en autonomie complète, il n'y a pas de téléphone, pas de secours en montagne, on n'a même pas de téléphone satellite, on n'aura rien. Il faudra compter que sur nous-mêmes, et il faudra pas qu'il nous arrive le moindre connerie. Donc il faut qu'on ait une marge énorme, et de toute façon, avec toutes les autres difficultés dont j'ai parlé, il n'est pas question de se rajouter en plus de difficultés techniques à 6000 mètres par moins 20 degrés en isolement total. Alors c'est pas pour ça que les films que je vais faire va pas être spectaculaires, hein, mais ça va être spectaculaire d'une autre manière, probablement. Enfin on verra, on n'y est pas encore. Alors, quel vélo emportes-tu? Bonne question. J'avoue que je me suis beaucoup interrogé pour plusieurs raisons. D'abord, vous avez les deux vélos que vous voyez derrière moi, là. Il faut savoir que sur une expé comme ça, le vélo, il prend cher, il prend très cher, on le flingue le vélo. Hein. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a les transports en avion, il y a tous les transports en 4x4, là les bikes, on va les foutre un peu n'importe comment, ils vont être brinque-ballés, donc voilà. Il y a toutes les problématiques de froid, d'altitude et de rochers abrasifs qui sont de poussière volcanique, donc vraiment les vélos, on risque de les tuer. Dans l'idéal, c'est vrai que ça aurait été pas mal de prendre le Mounraker, parce que c'est le plus léger de mes bikes, mais j'avais pas envie de le tuer, d'une part, mais c'est surtout aussi qu'il n'a pas de dérailleur. Et concrètement, vu qu'on sait pas exactement ce qu'on va faire, vu qu'il y aura aussi, il y a des très grandes zones de plat, ça peut être potentiellement très utile un dérailleur sur ce genre de terrain. Donc c'est pour ça qu'à la base, ensuite, je me suis dit, je vais prendre le GT, qui est derrière. Mais le GT, le problème, c'est qu'il est lourd, quand même. Hein. Beaucoup plus lourd que le Mounraker. Après, son comportement, il est vraiment top, surtout depuis que je l'ai passé en mulet. Du coup, j'en ai discuté avec un de mes sponsors principaux, qui est ProBike, hein, comme vous le savez. Et en fait, ProBike m'a proposé de me monter un bike pour cette expé, et puis aussi pour après. Hein. Donc c'est pour ça que je l'ai évoqué dans une de mes vidéos précédentes, où j'annonçais ce qui allait se passer en 2023. Donc c'est en partenariat avec ProBike, avec une autre marque de bike, que je vais pas vous révéler encore, vous aurez la surprise plus tard. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça sur le vélo, puisque j'ai aussi encore une autre marque de bike qui a voulu me sponsor. C'est celle que j'avais évoquée dans la vidéo en parlant d'une marque un peu spéciale et ultra haut de gamme, mais en fait au final j'ai décliné leur offre pour prendre celle de ProBike. Donc la marque que j'avais en tête quand j'avais fait cette vidéo, finalement c'est même pas celle-ci qui va m'accompagner au cours de l'année 2023. Alors je vous le dis pas encore, vous verrez la surprise, mais le but c'est de se monter un bike de tueur.
avec des composants vraiment au top de ce qui se fait, et le plus léger possible, mais qui aura un dérailleur ce coup-ci. Donc en fait, in fine, en 2023, j'aurai deux Superbikes. Toujours le Moundraker que j'adore rider, qui est parfait pour faire une descente bien technique et bien engagée, et un bike plus classique, et pour faire des descentes plus variées et avoir plus de potentiel. Et donc c'est ce bike-là qu'on va prendre pour l'XP. Et la question, quelle pièce détachée, grosse question aussi, et là je remercie encore une fois ProBike, puisque en fait, ils vont nous fournir quasiment un bike complet en pièces détachées. Je résume, mais c'est ça. On va prendre tous les composants qu'on doit pouvoir changer sur un bike, donc c'est-à-dire qu'on va prendre roue avant complète, roue arrière complète, alors pas pour tous les vélos, hein, on en prend juste un de chaque. On va prendre une fourche, on va prendre un amorto. Alors non, on va pas, non, je dis une connerie, on va pas prendre d'amorto parce que c'est trop varié les différents types d'amorto selon les bikes. Il faudra un amorto en plus par bike, on va pas faire ça. On va prendre bien évidemment des freins de rechange, frein avant, frein arrière, des disques, cintres, potences, tiges de selle, un dérailleur évidemment, une transmission complète en fait tout simplement, à part le pédalier. Des pédales, qu'est-ce que j'oublie, grosso modo on prend tout, hein. À part un cadre en plus, on peut faire un autre vélo. Et donc la ProBike nous a vraiment aidé, surtout pour nous approvisionner en composants cette période un peu compliquée. Franchement, je les en remercie parce qu'ils ont fait un boulot vraiment poussé pour le coup. Alors, la question qui est revenue, enfin une de celles qui est revenue le plus souvent, c'est comment on allait faire pour gérer la résistance au froid. Alors, c'est vrai que c'est une question multiple. Il y a plein de problématiques potentielles sur un bike à cause du froid. Là, grosso modo, même si on est en plein été, on va avoir des températures de l'ordre de moins 20 degrés à 6000 mètres. Alors il faut prendre en compte le fait que la principale menace par rapport à la température, c'est le vent, parce que dès que vous avez un peu de vent à 6000 mètres, ça fait chuter la température un truc de taré, et on peut facilement avoir du moins 20, voire en dessous. Et le pire, c'est que là-dedans, c'est que les bikes, en plus, ils vont dormir en bivouac, pas dans les tentes, puisqu'on n'aura pas la place, donc à l'extérieur, par du moins 20, des nuits entières, et ensuite on devra les prendre le lendemain matin. Donc c'est pas du moins 20 juste one shot, comme ça peut être dans les Pyrénées pendant 1 ou 2 heures, c'est du moins 20 potentiellement pendant, par exemple, 2 jours consécutifs. Et donc ça, c'est vrai que c'est un vrai problème. Et c'est un problème surtout auquel j'ai jamais été confronté et auquel très peu de monde dans le milieu du vélo ont été confrontés. Tous ceux avec qui j'en ai discuté, ils savaient pas trop me répondre. Il y a plusieurs problématiques sur un vélo. Il y a le problème des durites de frein, enfin du liquide de frein. Est-ce que ça fonctionne? À quelle température ça gèle? Les pistons, est-ce que les pistons vont pas être bloqués? Il y a la problématique de toute la mécanique du bike qui pourrait potentiellement se gripper ou devenir cassante, hein, sur toutes les axes, quoi, notamment, évidemment. Le carbone, j'en parle pas. Normalement, le carbone, ça résiste à du moins 20 degrés, mais même si, évidemment, les caractéristiques sont quand même un peu modifiées. Et le problème principal, le problème le plus compliqué à résoudre, c'est les huiles de fourche et amorto. On a presque cru que ça allait mettre en péril l'XP, parce que concrètement, on l'a testé. On l'a testé. Pierre, il a foutu son bike dans une chambre froide par moins 18 degrés pendant plusieurs heures. Je crois que le test n'est pas concluant. On voit l'huile de la fourche qui est complètement dure. L'amortisseur aussi en fait. Oula. Oula, il fait une drôle de tête. Il veut plus. C'est complètement congelé. Et en fait, le bike il marche plus du tout. C'est-à-dire que tout est coincé. Et pire que ça, c'est-à-dire qu'à la limite, d'avoir une fourche qui marche pas, si on peut descendre au début et que ça se réchauffe ensuite et que ça fonctionne, pourquoi pas, on s'en fout, on peut rouler en mode dégradé. Mais le problème, c'est pas celui-là. Le problème, c'est que si tu commences à rouler avec une fourche où tout est rigidifié, et en fait, tu vas juste tout arracher. C'est-à-dire que tous les clapets, les valves, les trucs, dans la fourche, tu vas péter ta fourche direct. Et pareil pour l'amorto. Donc en fait, ça veut dire qu'un bike à moins 20 toute une nuit et ensuite on descend le sommet, en fait, c'est pas possible. On a beaucoup cherché de solutions, on n'en trouvait pas, on s'est dit on va partir quand même, on va bien voir, au pire s'il y a une température trop basse, on verra nos projets à la baisse. Mais en fait, on a mon nouveau partenaire LPDV, qui est un préparateur de suspension, qui nous a vraiment sauvé la vie.
À l'heure où je fais cette vidéo, c'est pas encore tout à fait acté, parce que les tests sont en cours, mais vu que c'est un expert vraiment en suspension, il a cherché parmi tous ses fournisseurs, il a contacté tous ses fournisseurs, et leur a demandé s'ils avaient des huiles qui pouvaient correspondre, qui pouvaient avoir les mêmes capacités de viscosité, etc., tout en résistant à des températures beaucoup plus basses. Et finalement, il a réussi à en trouver. Alors, le problème, c'est qu'en fait, il pouvait faire que des commandes de 1000 litres, mais il a réussi à se démerder pour en commander moins. Et là, à l'instant où on parle, il est en train de nous faire les tests sur le vélo de Pierre, qui a été démonté et qui lui a été envoyé. Et si les tests sont concluants, du coup, il va nous faire tous les bikes, enfin nos 5 bikes. Donc vraiment, merci à Mathias, là, de LPDB, qui est le patron de cette petite boîte, qui s'est plié en 4 pour nous trouver une solution, hyper pro, hyper arrangeant. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous faire passer le message, si vous avez des fourches ou des suspattes à préparer, n'hésitez pas à lui envoyer. C'est un préparateur de fourches totalement pro et apporteur de solutions. C'est lui aussi qui m'avait réglé les fourches que j'ai sur le Moonraker, donc la 38 qui est derrière, la Lyric. Et franchement, vraiment génial. Hein. J'ai jamais eu d'aussi bonnes fourches depuis qu'elles sont préparées par LPDB. Vous commencez à me connaître depuis des années, vous savez très bien que je dis pas ça juste pour faire de la pub. Si je dis quelque chose, c'est que je le pense. Et là, sur LPDB, n'hésitez pas vraiment à lui envoyer votre matos. Alors, il y a cette question qui revient tout le temps. Elle revient tellement souvent qu'en fait, j'ai promis de faire une vidéo entière sur le sujet. Parce que c'est pas trop le but de la traiter là, mais je vais quand même évoquer la question, pourquoi tu mets pas la Fox 38? Elle est où la Fox 38? Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la Fox 38? C'est vrai que ça c'est une lyrique, hein. Sur le Moonraker maintenant, et la Fox 38, bah, vous le voyez, en fait elle est derrière, elle est montée sur le GT. En fait j'ai fait un switch. Je préfère la lyrique, et j'expliquerai pourquoi, vraiment dans une vidéo complète. Et il est hors de question qu'on parte avec une 38 au Chili, pour la simple raison qu'elle est quand même beaucoup plus lourde. Mais c'est pas du tout le seul sujet, donc la Fox 38 plus adaptée, non. C'est pas vrai. Ça peut sembler étonnant, mais c'est vraiment un choix. Et je suis pas payé par RockShox, pas du tout, ni par Fox d'ailleurs, enfin, ils font pas partie de mes sponsors. C'est vraiment un choix personnel que j'expliciterai dans une vidéo spéciale dès mon retour, où je parlerai vraiment en détail des suspattes et de comment je les vis, les suspattes. Et rassurez-vous, je suis comme vous, c'est compliqué même pour moi. Alors, est-ce qu'on va faire des modifs sur les vélos spécialement pour cette expé? Les modifs, j'en ai parlé sur les huiles, voilà. À part ça, grosso modo, le but c'est d'avoir les bikes les plus light possibles, quoi, c'est tout. Donc non, en fait, pas de modifs, on part avec des bikes normaux. On sait déjà que ceux qui ont des railleurs électriques XS par moins 18 degrés, ça va pas fonctionner, ou très mal. Il va falloir... ils sont en single speed, ils verront ce que ça donne comme moi. Mais heureusement, on sera pas à moins 20 degrés en permanence non plus, hein. Ça sera juste à quelques moments. Donc non, on part avec les bikes tels qu'ils sont, avec très peu de modifs finalement. Alors, question sur les pneus. Combien j'utilise de pneus pour une expé comme ça? Avec la petite mention, j'ai l'impression que tu n'as pas trop de problèmes avec tes pneus. C'est vrai. C'est vrai que j'ai pas trop de problèmes avec mes pneus dans les contextes des montagnes françaises. Là, clairement, au Chili, on s'attend à avoir de sérieux problèmes avec les pneus. On a plus d'une dizaine de pneus de rechange, quoi, donc 2 par bike. Hein. Effectivement, on s'attend à flinguer du pneu, et en plus, sur les 10 pneus, on peut considérer que chacun, on les utilise plusieurs fois, parce qu'on peut les réparer avec des rustines, avec des mèches et tout ça. Par contre, le commentaire est vrai, j'ai l'impression que tu n'as pas beaucoup de problèmes avec les pneus. C'est vrai, en France, j'ai quasiment solutionné mes problèmes de pneus, je dois crever, allez, 1 ou 2 fois dans l'année, c'est le bout du monde. Avant, il y a une dizaine d'années, je crevais 1 fois par sortie, voire plusieurs fois par sortie. Je pense que les pneus ont progressé, mais c'est surtout que c'est les choix de pneus que j'ai fait au fil des ans, c'est-à-dire j'ai vraiment testé toutes les marques, tous les types de config. Franchement, j'en ai testé des dizaines de pneus, et maintenant je n'en change pas. J'hésite à vous donner la marque hein, et les modèles, hein, parce que après vous allez tous vous rouler dessus, et puis je pourrai plus en commander. Non, mais je vais être gentil. Du coup, c'est du Maxxis, et c'est du mignon DHF, DHR. Donc DHF pour l'avant, DHR pour l'arrière, mais en fait, grosso modo, ça n'a pas une importance fondamentale. Hein. D'ailleurs, il y en a même qui les inversent. Je suis en 2.5 à l'avant, en 2.4 à l'arrière, et c'est les Exo Plus, mais pas les Double Down. Donc en gros, c'est les pneus légèrement renforcés, mais pas en double carcasse, qui sont beaucoup plus lourds. Et après, si possible, je prends les versions 3C Max Terra. Alors je dis si possible, parce qu'en ce moment, c'était vraiment compliqué d'avoir exactement les modèles qu'on veut, surtout que chez Maxxis, il y a quantité de variantes, c'est un truc de ouf. Mais depuis que j'ai ça, franchement, j'ai vraiment très peu de problèmes. Alors, il y a aussi autre chose, c'est que je roule beaucoup plus propre qu'avant. Je pense que si vous regardez mes vidéos, même d'il y a 5 ans, et maintenant, ça n'a plus rien à voir. Il y a 5 ans, je faisais des gros dérapages de partout, j'allais à fond sur les cailloux. Maintenant,
je suis beaucoup plus smooth sur le bike. Alors il y en a qui préfèrent, il y en a d'autres qui disent l'inverse. J'ai même eu des remarques comme quoi les gens comprenaient pas parce qu'ils avaient l'impression que j'engageais plus avant. Non, c'est pas vrai. Mon niveau par rapport à il y a 5 ans, il a au moins doublé, quoi. Je le sais, puisque j'ai repris des mêmes itinéraires que je faisais il y a 5 ans, je vois bien ce que je passais pas et ce que je passe maintenant. Donc c'est juste que je roule beaucoup plus propre. Et du coup, on dirait pas forcément que ça engage, puisque en fait, ça a l'air plus facile. C'est comme vous voyez un mec faire un saut de 20 mètres au rampage avec un atterrissage tout smooth, vous avez l'impression que c'est ultra easy, quoi. Parce que le mec, il est hyper entraîné et qu'il y arrive très bien, et ça semble facile, du coup, quoi. Donc voilà, attention aux fausses impressions. Alors, dernier point sur les liquides du bike. Vous faites comment pour le préventif et le froid? Franchement, on s'en fout, quoi. Je veux dire, là, il n'y a pas de solution. Le préventif, il va geler, et puis point barre, quoi. Donc on va pas le retirer, parce qu'à plus basse altitude, il faut bien qu'il joue son rôle. Mais à haute altitude, ça va faire comme si on n'avait pas de préventif, et effectivement, ça risque de créer un ballon dans le pneu. Bon, on va pas forcément le sentir, hein, sauf si on roule vite. Mais ouais, c'est une bonne question, hein, mais on n'a pas de solution et on n'a pas prévu quoi que ce soit. Alors une question qui est pas mal revenue, est quand même étonnamment revenue, je trouve. Au-dessus de 6000 mètres, est-ce que tu vas prendre des bouteilles d'oxygène? Comment tu vas faire pour respirer? Les bouteilles d'oxygène, elles sont utilisées plutôt sur des altitudes à partir de 8000 mètres, dans ce qu'on appelle la zone de mort. La zone de mort, c'est tout simplement, c'est à partir de ces altitudes-là, où en fait, si t'as pas d'assistance respiratoire, et de toute façon, si tu restes plus de tant de temps, alors je vais pas dire t'es sûr de mourir, tu peux avoir des problèmes physiologiques indépendants de quoi que ce soit d'autre qui vont faire que tu peux mourir. Les alpinistes qui vont dans l'Himalaya, et vraiment les hauts sommets le savent bien, c'est à partir de 8000 mètres, ça rigole plus, mais ça rigole plus du tout, quoi. C'est-à-dire que là, il faut rester le moins longtemps possible à ces altitudes-là. Voilà. Nous, on en est loin, enfin pas si loin que ça en apparence, mais si quand même, entre 6 et 7000 mètres. Effectivement, on n'est pas encore dans cette zone de mort, c'est-à-dire qu'on peut y rester, on peut respirer, hein, on n'est pas obligé d'avoir des bouteilles. Par contre, le manque d'oxygène, alors le manque d'oxygène, c'est un terme qui est pas exact, enfin qui est pas exact, qui est même complètement faux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moins d'oxygène. C'est la pression de l'air qui est plus faible. Le taux d'oxygène, il est toujours similaire, hein, aux alentours de 21%. C'est juste que la pression atmosphérique est plus faible, c'est-à-dire qu'il y a moins de molécules dans un même volume, donc il y a moins d'oxygène disponible pour respirer. Donc en théorie, il faudrait respirer plus vite, ou avoir des poumons plus grands. Donc en fait, ça fait que tu t'épuises beaucoup plus vite. Et il y a aussi plein d'effets secondaires, du coup, des maux de tête, des malaises, des pertes d'équilibre, puis un épuisement total, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je suis déjà allé à des altitudes de cet ordre, je sais très bien ce que ça fait. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais 2 pas, tu t'arrêtes pour respirer au moins le temps que tu as fait pour faire les 2 pas, quoi. Et le moindre effort, même se baisser pour refaire un lacet, un truc comme ça, ça te tue, quoi. Et surtout, en plus, ça te met mal. T'as l'impression un peu d'avoir une gastro permanente, hein, à cette altitude. Donc il y a aussi le problème des œdèmes cérébral et œdème pulmonaire. Ça, on n'y peut pas grand-chose, c'est-à-dire que c'est un peu le hasard, ça peut arriver. Si on sent que ça arrive ou si on voit des effets, faut redescendre, mais tout de suite, parce que tu peux mourir très vite, tout simplement. Donc en fait, oui, c'est pas une partie de plaisir du tout, et le but c'est d'y rester le moins possible à ces hautes altitudes, parce qu'effectivement, c'est pas drôle. Mais ça, bon, on est bien conscient de ça, et par contre, moi je suis le seul, en fait, parmi tous mes coéquipiers, à être allé à des altitudes aussi importantes. Donc moi je sais que je résiste, non, c'est pas un bon terme, mais je sais que ça peut le faire, parce que je peux très bien réagir différemment qu'il y a quelques années, mais selon les personnes, il y a très bien des personnes qui peuvent ne pas du tout supporter. Donc voilà, donc effectivement, de toute façon, il est hors de question de prendre de l'oxygène additionnel à ces altitudes-là, quoi. Alors, comment vous préparez-vous physiquement à ces altitudes? En fait, on se prépare pas, il n'y a pas vraiment de solution pour se préparer au manque d'oxygène. On peut se préparer en forme physique, mais le manque d'oxygène, on ne peut pas le simuler, en fait, sauf dans des chambres hypobares. Mais ça, j'en ai pas. Je crois que Dimitri en a une. Je sais pas s'il va l'utiliser avant ou pas. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il l'ait toujours, parce c'est quand il faisait des compètes de vélo de route. Et même si tu peux être en très bonne forme physique, mais pas supporter l'altitude. L'un ne conditionne pas l'autre. Donc le seul moyen, c'est d'y aller progressivement une fois sur place. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez comme nourriture? Et est-ce que vous allez bivouaquer? Alors oui, je vais commencer par la deuxième question, parce qu'elle conditionne la première. Oui, on va être obligé de bivouaquer, parce qu'en gros, grosso modo, le schéma, c'est on part de 4000, on arrive à 6000. Ça fait du 2000 mètres de D+.
2000 mètres de D+, même en France, par bonnes conditions physiques, à la journée, c'est super chaud avec un vélo à portée. Hein. Donc, faire 2000 mètres de D+, à ces altitudes, avec toutes les contraintes dont j'ai parlé, pas possible, juste pas envisageable. De toute façon, même en rando, on bivouaquerait. Donc là, effectivement, on va monter des camps. Alors, on va pas monter 6 ou 7 camps comme dans l'Himalaya, on va probablement monter un unique camp d'altitude, et on va probablement, je dis probablement parce qu'on sait pas comment on sera, on sait pas ce qu'on va faire exactement, mais on aura tout le matos de bivouac nécessaire. On va probablement aller installer un camp, redescendre, et le lendemain, reprendre les vélos, aller au camp, redormir et tenter le sommet le lendemain. Mais de toute façon, il va y avoir de la gestion de bivouac et de la gestion logistique importante. Et du coup, la bouffe, effectivement, il faut prévoir la bouffe. La bouffe, qu'est-ce qu'on prend? Ce qu'on trouvera sur place. Hein. De toute façon, ils mangent hein, au Chili, donc on prendra de la bouffe, puis point barre. Hein. On va pas prendre de la bouffe de sport spéciale pendant un mois. Mais par contre, il y a deux autres problèmes. Le problème principal, en fait, c'est l'eau, puisque, en fait, c'est ce que j'ai dit, il y a de l'eau nulle part. Donc il faut être autonome en eau, et en plus, à ces altitudes, on boit beaucoup plus. Il faut s'hydrater beaucoup plus. C'est un des effets secondaires de l'altitude. Donc ça veut dire qu'il faut emporter plusieurs litres d'eau par personne et par jour. Donc c'est vite l'eau qui fait le volume et la charge principale. C'est ça le vrai problème. Donc si jamais on a de la neige, ça peut être une bonne chose parce qu'on veut faire fondre de la neige, mais par contre il faudrait qu'il y en ait juste quelques névés de neige dure, ça ce serait l'idéal, parce que ça nous permettrait un approvisionnement en eau. Mais pas trop de neige, puisque sinon après ça veut dire que le sommet est plus possible. Et puis sinon, il faut être totalement autonome, donc ça c'est un autre problème. Et le problème supplémentaire, c'est le réchaud pour faire chauffer la bouffe. Parce qu'à ces altitudes-là, en fait, un réchaud au gaz, ça fonctionne plus. Je sais pas exactement à quoi c'est dû, je pense que c'est à cause de la différence de pression atmosphérique, et au fait que le gaz, du coup, est pas assez concentré pour être efficacement allumé, quoi. Je dis peut-être une connerie, mais je pense que c'est ça. Donc il faut des réchauds à essence, c'est-à-dire c'est des réchauds avec un injecteur. En fait, on a une petite bonbonne, on a une pompe, on a un injecteur en fonction du type d'essence qu'on met, ça peut être du sans-plomb, du gasoil, de tout ce qu'on veut. Ensuite, c'est un injecteur auquel on met le feu, comme dans un moteur de bagnole, quoi. Donc c'est des réchauds beaucoup plus lourds, beaucoup plus chiants à utiliser, il faut une certaine technique. Bon, moi j'ai l'habitude, j'ai utilisé ça pendant plusieurs mois déjà, au cours de diverses expés que j'ai faites avant. C'est galère, c'est chiant, surtout quand on a les mains pleines de gasoil au milieu de la tente, mais c'est le seul moyen en fait, c'est la seule façon d'avoir une flamme sûre à ces altitudes-là. Alors comment on gère le froid ? C'est une bonne question, c'est une très bonne question parce que en fait, si t'as trop froid, bon bien sûr t'as le risque vital, hein, tu peux mourir de froid, c'est un des risques principaux de la montagne, hein. Mais c'est surtout que si tu passes une mauvaise nuit ou si de toute façon t'as trop froid lors de la montée et tout ça, tu deviens incapable de faire du sport, encore moins de rider, et ça met en péril la réussite des objectifs, ça c'est clair. Si tu passes une nuit où tu ne fais que crever de froid et te pelotonner, tout ce que tu fais le lendemain c'est redescendre, hein. Donc il faut effectivement gérer efficacement le froid. En fait, gérer le froid, c'est pas tant gérer le froid en montagne, c'est gérer la transpi. Parce que c'est facile de se couvrir énormément et d'avoir chaud. Voilà. Le problème, c'est de se couvrir énormément, d'avoir chaud et de faire des activités physiques en même temps. Parce que du coup, ça fait transpirer si on est trop couvert, et la transpi, ça mouille, et une fois que tu as les vêtements mouillés, c'est mort, quoi. C'est-à-dire que tu as le froid qui s'insinue d'une autre manière, c'est catastrophique. Et en plus, après, il faut faire sécher, et tu cumules les problèmes. Donc c'est une gestion fine, le froid en montagne, ça s'apprend. Déjà, il faut avoir les bons vêtements. Là, on a été sponsorisé par Brobeck pour cette expédition qui nous a fourni des vêtements thermiques pour toute l'expé. Alors, il faut savoir que Brobeck, c'est le spécialiste vraiment des vêtements première couche, c'est-à-dire c'est vraiment la couche qui est sur la peau. Mais c'est la couche la plus importante, parce que c'est celle-là qui va être en contact avec la transpi. Donc en gros, c'est celle-là qui doit laisser passer la transpi, parce que si celle-là la retient, c'est vraiment mort, quoi. Et moins on met de couches, mieux c'est. Donc plus elle est efficace, plus on a juste une première couche, et ensuite juste direct une hardshell. Une hardshell, c'est les vestes d'alpinisme, un anorak si vous voulez. Et bien du coup, ça c'est le plus efficace. Après, entre les deux, on peut très bien mettre une doudoune, mais une doudoune, tout de suite, ça, vous comprenez bien que ça garde vite la transpi, et ça fait vite avoir trop chaud. Donc voilà, donc l'idéal quand on fait des efforts physiques, c'est d'arriver à avoir qu'une seule couche plus hardshell. Et après, si on est obligé de mettre des couches entre pour augmenter encore, voilà quoi. Mais les vêtements Brobeck, ils sont vraiment très très efficaces. Moi, je les utilise depuis des années, j'ai pas trouvé mieux en montagne. Donc voilà, après, quand on est dans l'effort, c'est une chose. Après, il y a la question du bivouac. Là, faut vraiment pas avoir froid. Il n'y a plus trop la question de la transpi. Donc là, on a des duvets suffisants pour être dans du moins 20, clairement, quoi. Mais sachant qu'en bivouac, le problème principal, c'est pas tant la température extérieure, c'est la température qui vient du sol. Donc en fait, il faut être bien isolé, avec un matelas suffisamment isolant,
pour couper cette transmission du sol. Donc ça, il faut aussi un indice qui s'appelle la air value sur les matelas. Il y a peu de gens qui connaissent ça. Si vous avez besoin d'acheter un matelas bivouac, clairement, regardez cette valeur de air value. Donc en fait, c'est le coefficient de transfert, et plus il est... enfin, transfert, l'inverse du coefficient de transfert, plus exactement, et plus il est élevé, plus votre matelas est de bonne qualité. Et du coup, c'est toujours un compromis entre les capacités des vêtements, des matelas et des équipements d'hiver avec leur poids, puisque évidemment, plus les équipements sont efficaces, plus ils sont lourds. Il n'y a pas de mystère, donc tout est toujours une histoire de compromis. Alors, circuit non balisé, itinéraire non reconnu, n'y a-t-il pas trop de risques? J'ai fait exprès de la mettre, cette question, parce que je trouve qu'elle est emblématique du monde dans lequel on vit. Comment dire? Mais en fait, je vais paraphraser Messner, Reinhold Messner, qui est un des alpinistes les plus connus qui a existé, et qui est toujours en vie d'ailleurs, soit dit en passant, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'alpinistes connus qui ont trouvé la mort en montagne, pour l'essentiel. Et Messner, il dit, en fait, s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'aventure. S'il n'y a pas la possibilité éventuelle de mourir, l'aventure n'existe pas. Je sais plus exactement quelle est sa phrase, mais en gros, c'est ça. Et la montagne se résume à ça. C'est-à-dire, tu peux pratiquer la montagne de façon uniquement contemplative, aller à un lac, te poser au bord, manger un sandwich, redescendre. Mais c'est pas de la montagne en fait, ça c'est juste de la balade. Pratiquer la montagne, je parle même pas du vélo, je parle de la montagne en absolu, de tous les sports de montagne, il y a forcément une composante de risque, et c'est cette composante de risque qui rend la chose attractive. C'est le fait de parvenir à surmonter un obstacle, un risque, de parvenir à transcender quelque chose, de parvenir à transcender à la fois la nature, mais soi-même évidemment. C'est très dur d'expliquer ça à quelqu'un qui se pose en fait ce genre de questions. Évidemment, on n'y va pas pour y laisser notre peau, hein. D'ailleurs, on fait énormément attention à la prise de risque, on se pose énormément de questions, on fait pas n'importe quoi. Mais voilà, hein, c'est ça qui fait qu'on se sent vivant, en fait. Hein, et c'est pour se sentir vivant qu'on va là-haut. Et il y a un côté jouissif aussi, à se trouver dans une nature vraiment hostile, là où on n'est pas à notre place, et finalement à y arriver et à revenir sans encombre. D'une certaine façon, ça remet les choses en place, c'est-à-dire ça nous repositionne au centre de la nature, ça nous repositionne par rapport à des choix fondamentaux, des choix essentiels, hein, c'est-à-dire des choix de vie ou de mort, des choix ultra basiques, hein, comment faire pour se protéger du froid, comment faire pour s'alimenter, comment faire pour s'orienter, est-ce qu'il faut faire demi-tour, continuer, arrêter, comment la météo va évoluer, enfin c'est des choix primordiaux, j'ai envie de dire, qui nous font quasiment redescendre à un état animal, et ça nous repositionne d'une certaine façon dans la nature et dans l'univers d'une manière plus générale. Ça nous remet à notre place, clairement. Et je pense que c'est quelque chose vraiment de précieux. D'ailleurs, s'il y a autant de pratiquants en montagne et autant de gens qui prennent des risques dans divers sports de montagne, c'est pas juste pour faire une image à GoPro, hein. C'est parce que, fondamentalement, ça répond à un besoin de l'être humain. Et du coup, je connais pas cette personne qui a posé la question, mais je ne peux que lui suggérer l'idée d'aller se mettre un petit peu en risque, pour voir la façon dont ça la recentre par rapport à la nature et à elle-même. Voilà. Alors j'ai gardé la meilleure question pour la fin. Alors c'est pas une question, c'est plutôt une remarque, enfin c'est même une remarque tout simplement, et une remarque un peu moralisatrice, hein, puisque ça se résume par empreinte carbone. Voilà, empreinte carbone. D'actualité le sujet, évidemment, on va pas se mentir. J'ai fait exprès de masquer le nom de la personne, voilà, pour pas créer de polémique nominativement. Je vais me permettre de digresser un peu sur le sujet. J'espère que vous m'en voudrez pas. Alors, je vais déjà un peu défendre ma position, dans un premier temps, et ensuite, on va prendre un peu de recul sur le sujet. On parle sans arrêt, de plus en plus, d'être responsable, d'agir, etc., d'être exemplaire, tout ce qu'on veut. Bien évidemment, ce que je fais, c'est du loisir, c'est du sport, mais d'une certaine façon, je joue ma part. Vous me direz ce que vous en pensez également, mais je joue ma part. C'est-à-dire que, à un moment, quel est le sujet derrière tout ça? C'est pas uniquement de réduire des émissions de carbone, c'est pas des chiffres, des courbes, ou des pourcentages, tout ça. La seule question, c'est en fait de préserver la vie, la biodiversité de la planète, point barre, quoi. C'est la question écologique, elle se résume à ça. Si la question, c'est d'éviter de faire trop monter la température pour maintenir, nous, notre vie en tant qu'humains, c'est pas une question écologique, ça. Ça, c'est une question économique, tout simplement. Donc, on va se concentrer uniquement sur la vraie question, qui est la question écologique. Il y a beaucoup de gens qui me suivent pour mes réalisations sportives, mais en fait, la plupart des gens me suivent également, et peut-être même plus encore, pour ce que je montre de la nature. Pour l'aspect aventure, justement, pour les paysages que je montre. Les montagnes, notamment, sont toujours le premier protagoniste de mes films, et vous voyez bien que, de toute façon, moi, j'aime le milieu naturel. C'est un sujet qui me tient à cœur, par définition. Donc quand on accuse les vététistes d'aller vandaliser la montagne, ou quand on pointe du doigt un sport tout simplement en disant que c'est un loisir non nécessaire,
Non. C'est nécessaire ce que je fais. C'est-à-dire que de plus en plus, dans le monde d'aujourd'hui, on peut aller nulle part, les zones deviennent de plus en plus interdites, et finalement on se dirige de plus en plus vers un monde cloisonné, où on reste chez soi, avec un impact théoriquement minimal, et encore c'est discutable avec les nouvelles technos, chez soi, en télétravail, plus de sorties, plus de voyages, plus d'impact. Ok, très bien. Mais à un moment donné, ok, on parle de sauvegarder la nature, mais si on sauvegarde la nature, et qu'on est cloisonné, et qu'on n'a même plus de contact avec la nature, mais à quoi bon, en fait, hein? Donc moi, j'y vais dedans, la nature. Je passe mes week-ends entiers dans la nature, je la montre, et tous les commentaires sur mes vidéos le montrent également. Les gens sont passionnés parce que je montre de la nature. Donc en fait, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, je montre qu'est-ce qui est en jeu. Voilà. Alors bien sûr, j'apporte pas de solution et je résous rien. Mais par contre, en montrant la beauté de la nature, eh ben, on fait que, simplement, on génère l'envie de la protéger. Voilà, mon rôle, c'est celui-là. Et c'est pas du tout un rôle neutre, parce que si personne le faisait, si la nature, c'est une entité abstraite qui est en dehors des villes, et inatteignable, et interdite même, mais vraiment, ça n'aurait plus aucun sens. Donc mon positionnement premier, c'est celui-là. Ça, c'était juste pour défendre ma petite et minuscule action à mon échelle. Par contre, si on monte d'un cran, et qu'on rentre dans des sujets un peu plus globaux, et j'irais même jusqu'à dire un peu plus polémiques, qu'est-ce qu'on est en train de lire, là? On est en train de lire quelqu'un qui fait la morale, tout simplement. Faire la morale, c'est assez étonnant, parce qu'à l'origine, quand même, c'était nos parents qui nous faisaient la morale, éventuellement les instituteurs. Mais on est dans un monde, maintenant, où tout le monde se met à faire la morale. Alors, les politiques, les économistes, les experts, les journalistes, mais maintenant, tout le monde, tout un chacun, on se met à se faire la morale les uns les autres, et navré, mais c'est vraiment un cercle totalement vicieux, ce truc-là. Et en plus, faire la morale, en fait, ça s'accompagne tout simplement d'une notion qui est encore plus insupportable, qui est le concours de vertu. C'est-à-dire qu'il faut montrer qu'on est plus vertueux que les autres. C'est totalement insupportable, d'autant plus qu'en fait, personne n'est vertueux, et qu'on a tous des failles, et que, surtout, dans le domaine écologique, le simple fait d'exister et de respirer, c'est déjà en soi un problème. Que chacun s'informe, que chacun s'éclaire par tous les moyens qu'il jugera bon, que chacun fasse ses choix en âme et conscience. De grâce, cessons d'expliquer aux uns et aux autres comment faut qu'ils fassent et comment ils doivent vivre. Hein. Donc maintenant, revenons un peu de façon plus terre à terre. On part toujours, rassurez-vous. Vous pourrez suivre tous les préparatifs de cette expédition sur les réseaux. Une fois qu'on sera au Chili, je suis pas sûr de pouvoir poster tant que ça, parce qu'on n'aura pas de réseau, pas de moyens de communication. De toute façon, il n'y a pas de secours, il n'y a rien, donc voilà, donc on sera quand même en autonomie complète. J'en profite aussi pour glisser un petit message. J'ai posté plusieurs films de VTT en cette fin d'année. J'ai un certain nombre d'abonnés qui m'ont fait la remarque qu'en fait, ils n'avaient pas été avertis que j'avais posté ces vidéos dans leur fil d'actu. J'ai cessé de tenter de comprendre comment fonctionne l'algorithme de YouTube. Personne ne le peut, je crois. Donc j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à aller les voir ou les revoir, parce que c'est vraiment des vidéos très sympas que j'ai mises dernièrement, et vraiment très esthétiques, avec des paysages de ouf. Et des rides vraiment, vraiment incroyables, donc allez-y. Et aussi, dernier petit message sur les projections ciné, puisque du coup, la semaine prochaine, j'ai 2 projections qui sont prévues. Une à Chambéry le 11 au cinéma Leroux, donc il y aura la projection de mon film The Way, plus de mon autre film Exit sur le base jump. Franchement, Exit, il vaut vraiment le coup. Tous ceux qui l'ont vu, ils ont trouvé qu'il était dingue, ce film. Vous avez peut-être l'impression que je me jette des fleurs, mais non, c'est vraiment les retours que j'ai vus. Donc je vous encourage à venir à Chambéry le 11, ou alors pour ceux qui sont plus sur le bassin lyonnais, il y aura aussi l'événement chez ProBike le 12. La projection chez ProBike, il y aura malheureusement que mon film The Way, mais c'est normal. C'est une entreprise dans le milieu du vélo, pas dans le milieu de la chute libre. L'entrée sera gratuite, il faut juste s'inscrire sur le lien qui est en dessous. Et je vous mets également le lien en dessous pour prendre vos places au cinéma Leroux, évidemment. Allez, je vous dis à tous, à très vite à Chambéry, à très vite à Lyon, et sinon, sur les réseaux. Bon ride à tous!